On va commencer et donc j'ai l'honneur d'assurer la modération de cette session éthique avec justement une réflexion plurielle avec l'idée de pouvoir parler à plusieurs voix de questionnements éthiques qui évidemment nous ont beaucoup tourmentés ces 2 dernières années. Et on va avoir un éclairage justement autour de la question de l'offre de soins, de lits de réanimation et de lits de soins intensifs, puis un éclairage autour de la question de la CNIL, pardon, et un éclairage très précieux de l'association Rénalou qui va nous ouvrir aussi des perspectives et des questionnements très ancrés sur les problématiques qu'ont rencontrées les patients eux-mêmes et en particulier les patients atteints d'insuffisance rénale. Je vais commencer à donner la parole au professeur Bertrand Guidé, qui est donc professeur et chef de service en réanimation médicale à l'hôpital Saint-Antoine et qui est également le président de la commission éthique de la Fédération hospitalière de France. Ça fonctionne? Je prends le tien. Ah bah tiens. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous parler de l'organisation des services de réanimation pour faire face à la crise Covid, avec évidemment un questionnement éthique sur ces questions. Alors, pour camper le décor, j'ai les informations détaillées pour l'Île-de-France, travaillant en Île-de-France. Et évidemment, selon les vagues, les différentes régions françaises ont été affectées différemment. Pour l'Île-de-France, on peut considérer qu'on a environ 1100 lits de soins critiques en capacité normale. Et quand on a été confronté à la première vague, donc on est au printemps 2020, d'abord on a été dépassé, donc un certain nombre de malades qui ont été transférés dans d'autres régions françaises. Dans cette première période, les familles étaient informées, mais on ne demandait pas formellement leur accord, ce qui a été le cas pour les étapes suivantes et qui peut poser problème. Et puis deuxièmement, on a augmenté le nombre de lits, vous voyez, de manière considérable. On est passé de 1100 lits à 2700 lits de soins critiques. Mais, et ça a été un problème, et ce serait évoqué par Ivani, on a gardé que 250 lits pour des malades non Covid. Et évidemment, ça induit certainement une perte de chance avec une réduction de nos capacités d'admission en réanimation pour les malades non Covid. Cette augmentation de capacitaire s'est faite grâce à la mobilisation de personnel. Et lors de la première vague, ça a très très bien fonctionné parce que d'une part, toutes les régions françaises n'étaient pas affectées de la même manière. Donc on a eu du personnel qui est venu d'autres régions nous aider. Et puis il y avait un enthousiasme général. On était un peu héroïque, on était applaudis, enfin bon bref. Donc la première vague, en termes de ressources humaines, s'est finalement assez bien passée. Et puis les vagues successives, la deuxième vague, et puis surtout la troisième vague, donc au printemps dernier, vous voyez que la forme n'est pas tout à fait la même. C'est monté moins haut, mais ça a duré plus longtemps. Et donc, la troisième vague a été très dure pour le personnel. D'abord parce qu'il y avait la fatigue cumulée des vagues antérieures. Il n'y avait plus ce côté un peu héroïque. Et puis, ça a duré plus longtemps. Ça a duré à peu près 2 fois plus longtemps. Et quand on regarde le nombre de patients qui ont dû être admis, il y en a eu plus, en fait, troisième vague, par rapport à la première vague. Alors, une notion qui est intéressante, c'est de regarder s'il y a un parallélisme entre la pression sur les lits et les caractéristiques des séjours en réanimation. Eh bien, vous voyez qu'en gris, quand on doit admettre plus de patients, eh bien, la durée de séjour en réanimation se raccourcit. Ce qui suggère qu'on a une espèce d'adaptation avec une politique de limitation d'arrêt de traitement peut-être plus active, plus précoce et plus fréquente, ce qui se traduit par une réduction de la durée de séjour dans les périodes où on est le plus sollicité pour admettre des malades. Alors, pour essayer de regarder si le Covid a un pronostic défavorable, j'ai comparé des malades âgés de plus de 80 ans, parce que c'est ma thématique de recherche et je travaille avec Dylan sur ce sujet. Donc, des malades admis en réanimation pour une insuffisance respiratoire aiguë, liée au Covid ou pas liée au Covid.
Et on a regardé le pronostic de ces malades et en particulier, on a regardé ces décisions de limitation et d'arrêt de traitement. Et sur la droite, vous voyez les courbes ajustées parce que ce n'est pas les mêmes malades, évidemment, donc il faut ajuster sur un certain nombre de paramètres. Et vous voyez que les malades Covid ont effectivement eu des décisions de limitation de traitement plus précoces et plus fréquentes. Quand on regarde la quatrième vague, il y avait la vaccination et il y a eu tout ce débat autour des patients vaccinés en réanimation, pas vaccinés. Là, je vous présente les données de l'ensemble des réanimations de l'assistance publique, donc la quatrième vague cet été. Eh bien, vous voyez que parmi les malades vaccinés admis en réanimation, il n'y en avait que 12%. En d'autres termes, pratiquement 90% des malades admis en réanimation cet été étaient non vaccinés. Et parmi les malades vaccinés, vous voyez que 55% étaient immunodéprimés. Là, on retrouve d'ailleurs des malades greffés et beaucoup de greffés de reins d'ailleurs. Et donc des malades qui ne répondent pas bien à la vaccination. Donc si on retranche ces malades qui posent des problèmes par ailleurs, d'accès en particulier aux anticorps monoclonaux, eh bien, les malades non vaccinés admis en réanimation quatrième vague, c'est 95% des malades. Alors, quand on regarde les caractéristiques des séjours, ils étaient effectivement différentes parce que les malades vaccinés admis en réanimation étaient plus âgés, étaient donc plus immunodéprimés et avaient donc une mortalité qui était plus élevée. Alors, ces crises successives ont posé des questions organisationnelles. Donc, comment est-ce qu'on peut augmenter le nombre de lits ? Ici, c'est un modèle schématisé l'impact que l'augmentation du nombre de lits peut avoir sur la qualité des soins. Vous avez en vert ici l'augmentation du nombre de lits. Et puis vous avez en rouge, c'est une courbe théorique, la qualité des soins qu'on délivre. Et on voit bien que si on augmente le nombre de lits, eh bien, on va travailler dans des conditions dégradées, avec du personnel qui n'a pas l'habitude, avec des locaux qui ne sont pas adaptés, avec du matériel qui n'est pas bien. Et il y a un point de rupture, donc au-delà duquel on ne peut pas aller. Dylan vous le présentera, c'est un pourcentage qu'il ne faut pas dépasser. Et donc, si on est au-dessus de ces capacités, eh bien, la question que ça pose, c'est comment est-ce qu'on va prioriser l'accès dans une situation de réduction de l'offre de soins, en tout cas d'inadéquation entre l'offre d'un côté et la demande d'un autre côté. Et donc, on a édité des recommandations, vous voyez, dès mars 2020, et on a dit que pour aider les collègues à prioriser l'accès à la réanimation, il fallait recueillir 3 types d'informations. D'abord, les volontés du patient, ce qui pose toute la question des directives anticipées, de la personne de confiance, etc. Évidemment, avoir des éléments sur la gravité initiale du malade. Et puis, bien sûr, sur la singularité du patient, c'est-à-dire d'où il part, est-ce qu'il a des éléments de fragilité, est-ce qu'il a des comorbidités, etc. Et en fonction d'une combinatoire de tous ces éléments, on propose une orientation du patient qui peut être admis en réanimation, qui peut être admis en salle et éventuellement qui peut être admis d'emblée dans une unité palliative si elle n'existe pas. Et si elle n'existe pas, peut-être faut-il la créer. Et c'est ce qu'on a fait dans notre hôpital à Saint-Antoine. Alors, on a beaucoup insisté sur l'échelle de fragilité, qui est un outil qui a été développé par les collègues canadiens. Il existe une version française de cette échelle. Vous voyez, c'est très simple. C'est des petits dessins. On va dire que si on est de 1 à 3, on n'est pas fragile. Si on est 4, on est vulnérable. Et si on est au-delà de 4, on est considéré comme fragile. Donc, c'est très simple. On a regardé, nous, dans plusieurs études. Il y a très peu de données manquantes, ce qui laisse à penser que c'est facile à recueillir. Et c'est très reproductible. Et on a regardé, chez les patients âgés, l'impact de la fragilité. Donc, dans cette étude prospective européenne, on a inclus des patients de plus de 70 ans et avec des patients qui n'étaient pas fragiles, qui étaient vulnérables et qui étaient fragiles. Et vous avez en bleu les patients qui avaient moins de 75 ans. Donc, évidemment, quand vous avez moins de 75 ans et que vous n'êtes pas fragile, vous voyez que vous avez une courbe de survie qui va jusqu'à J90, donc à 3 mois après l'admission, qui est quand même tout à fait acceptable. Vous voyez qu'il y a 30% de mortalité chez les malades qui ont moins de 75 ans, donc entre 70 et 75, mais qui ne sont pas fragiles. Et la deuxième courbe qui est juste en dessous, c'est les malades qui ont plus de 75 ans, mais qui ne sont pas fragiles. En d'autres termes, la fragilité pèse plus que l'âge,
Et donc ça, c'est un point qui est très important, c'est que l'âge ne doit pas être considéré seul. Et ça pose le problème de l'âgéisme, c'est-à-dire que sur ce simple critère, refuser d'admettre un malade en réanimation est évidemment pas acceptable. Et donc ça traduit le fait qu'il faut enrichir la photographie du malade, en gros, pour essayer d'estimer sa possibilité de récupération après un séjour de réanimation dont on sait qu'il sera long, qu'il sera difficile, etc. L'autre point, c'est l'impact sur les familles. Vous savez, première vague, les familles n'étaient pas autorisées à visiter les patients. Ça, c'est une étude qui vient de sortir dans le JAMA à laquelle on a participé et qui a comparé l'impact sur les familles de malades hospitalisés pour un Covid ou pas pour un Covid. Je vais aller assez vite. On a regardé les syndromes de stress post-traumatique, de l'anxiété, de la dépression, beaucoup plus dans les familles de malades Covid que dans les familles de malades non Covid. Et quand on regarde si cette anxiété, cette dépression et ce syndrome de stress post-traumatique est plus prévalent chez les malades qui vont décéder, ben oui. Et donc ça pose également la question de l'accompagnement de patients qui sont décédés en réanimation, en fait seuls, avec la famille qui ne pouvait pas les accompagner dans leurs derniers instants, et la famille qui ne pouvait même pas voir le corps. Et donc effectivement, ça a eu des conséquences psychologiques à distance du séjour de réanimation. L'autre chose, ça c'est un travail que l'on a fait avec nos collègues allemands qui montre qu'il y a une relation entre la pression sur les lits d'une part et les décisions de limitation de traitement et l'âge. Donc plus la pression sur les lits augmente, plus en gros on va prendre des décisions de limitation chez les personnes âgées. Donc on s'est posé des questions éthiques et je vous résume rapidement le texte que nous avions rédigé. On doit prendre des décisions indépendamment du statut du patient. C'est toute la question de une vie est égale à une autre vie. On peut en discuter parce qu'en situation de tension, c'est compliqué évidemment. Évidemment, intégrer les volontés du patient si elles sont exprimées. Et puis anticiper un projet thérapeutique et ce que l'on ferait en cas d'aggravation du malade. Donc, il faut avoir des données objectives, il faut travailler la communication. Je pense qu'on a fait des erreurs de communication. Il faut être transparent sur ce que l'on fait. Il faut, à chaque fois que c'est possible, et nous l'avons organisé à Saint-Antoine, une collégialité quand on hésite, et donc faire appel à quelqu'un de l'extérieur qui va pouvoir porter un regard sur ces cas difficiles et ne jamais baser nos décisions sur un seul critère. C'est une combinatoire de critères. Donc tous les patients sont soignés. Ce n'est pas parce qu'on n'admet pas un patient en réanimation qu'il ne doit pas être soigné. Donc évidemment, nous, dans notre hôpital, on a réfléchi à une organisation pour pouvoir prendre en charge les patients non admis en réanimation. Ça a été la question, par exemple, pour les malades qui étaient en EHPAD et qui n'ont pas été transférés à l'hôpital et qui sont morts, je pense quand même, lors de la première vague dans des conditions indignes, non accompagnés, asphyxiés, etc. Donc le problème du confort, le problème de la visite des familles. Moi, je suis passé un peu outre les recommandations lors de la deuxième vague. En fait, j'autorisais les familles. Bon, c'était encadré, mais j'autorisais les familles. Et puis le soutien psychologique pour les proches. On a vu qu'ils pouvaient payer un lourd tribut à cette période. Également un soutien pour l'équipe soignante. Donc il faut un soutien institutionnel. Il faut pouvoir mettre à disposition une hotline pour que les soignants qui ne vont pas bien puissent se faire aider. Avoir éventuellement un espace de détente. Et puis, bien sûr, notre obsession, c'est d'éviter les pertes de chance, c'est-à-dire de s'assurer que les malades qui peuvent bénéficier de soins critiques soient effectivement pris en charge en soins critiques, ce qui a nécessité donc une augmentation du capacitaire, comme je vous l'ai montré. Envisager les transferts dans d'autres régions, mais ça, c'est compliqué. Il y a des problèmes techniques, mais ça a été résolu. Mais il y a des problèmes, évidemment, d'acceptabilité par les familles d'un proche qui va être transféré dans une autre région française. Et puis, on l'a un peu fait, des soins critiques en salle, quand vraiment on était complètement dépassé. Et puis, et c'est la dernière diapositive, il faut évidemment s'interroger sur nos pratiques. Donc, c'est les réunions de débriefing ensuite pour voir comment on pourrait faire mieux lors d'épisodes futurs. Donc, des retours d'expérience, des bilans des cellules de crise et donc pour se préparer au mieux pour l'avenir.
Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de passer la parole au professeur Delange avant de passer à peut-être un petit temps de questions. Je vous reprécise que vous pouvez accéder à la traduction de cette présentation en flashant en fait un petit flashcode qui est à l'entrée pour ceux qui le souhaitent. Et d'ailleurs, ce sera valable pour vous pour écouter la présentation des autres. Je vous donne la parole. This one's working? Everybody's hearing me? Okay, thank you. I think it's working. Thank you for the invitation to speak about the Dutch perspective on how to deal with ICU shortages in the Netherlands. And before I move on, I will tell you that I've no conflict of interest. I do not take money from the pharmaceutical industry. I don't have research grants anywhere. And I will not discuss commercial products. However, I am a member of the Task Force on Pandemic Preparedness of the Netherlands. So what I will discuss is that pandemic preparedness means that we've realized that there is a potential for inferior or suboptimal care for patients, and how should we deal with that? And the other thing that I would like to discuss is surge capacity. How can we increase our ICU capacity, and simultaneously, how can we decrease the influx of patients coming to the ICU? That's very important, trying to match the amount of beds with the amount of patients. And of course, the most important question that we needed to ask ourselves was, how should we triage patients when there is no ICU bed available anymore? And I'll discuss that in 15 minutes. And let's be honest, in the Netherlands, we've discussed this for more than 2 years intensely. So 15 minutes is a very high over short view of what we've done. First of all, I would like to show you that in the Netherlands, we roughly have 6.5, 6.4 ICU beds per 100,000 inhabitants, which is on the left side of the graph. And it actually is less than the average amount of ICU beds per inhabitants in Europe. So we're quite effective in ICU care, but it's also a danger because once there is a pandemic, you will quickly have full capacity of your beds. And of course, this comparison is not entirely honest, because what is an ICU bed? What constitutes an ICU bed? In the Netherlands, we think that if you can be put on a ventilator, have one nurse per patient, then we consider that an ICU bed. And in some other countries, they would consider an ICU bed something that we in the Netherlands would consider a medium care bed or something like that. So that's not counted here. So what we have, and my slides look a little bit different than the slides that I've sent you, but anyway, is that in the Netherlands we have roughly 17 million people, so that gives us roughly 1,150 ICU beds. And as you can see here, we're not functioning at full capacity. On an average day, roughly 80% of our beds is fully occupied, and sometimes it's a bit more and sometimes it's a bit less. And what we were wondering in 2019, prior to the pandemic, was what would happen if we would get a pandemic. And the reason that we started this is because in 2009, we had an H1N1 influenza pandemic, and we tried to make guidelines for that. And we were, how should I put it, mildly or politically correct, obstructed by the politicians because they didn't want to make decisions on triaging patients. So this time we said, well, we need to start early, let's go for it in 2019. So what would you do if something like this would happen? More patients than ICU beds. And we decided, based upon literature that is available from countries that have war medicine or pandemic preparedness, they said, well, you can discern various levels of surge capacity. In yellow, you can see that the capacity of your ICU is strained or you need more beds, and you can make more beds.
And you can increase the span of control of the nurses. So a nurse wouldn't be nursing one patient, but would be nursing 4 patients. And in general, that is potentially less care for a patient, but we would still do that. And we would say that it would have a minimal impact on capacity and a minimal impact on quality of care. But at a certain point, you would reach a level of care where you can say, well, if I add more patients to my ICU, I won't take care of those patients anymore. So the level of care for those patients is very, very, very suboptimal, and maybe you're even caring less for the patients that are already available. So you would do harm to those patients. And we have no idea what that level is. Is that at 200%? Is that at 250%? We were discussing that level intensely in the Netherlands. But we've seen in some countries where that were completely overflooded with patients, that at a certain point of time, the nurses are tired, the doctors are tired, they don't care about their patients anymore. They're just tired and want to go to sleep. They put them on the ventilator, stop looking after those patients, and those patients would die anyway, whether they're on the ICU or not. So there is an absolute level which would we call the cutoff for red. But we don't know where that level is in reality in the Netherlands. 200%, maybe, 250, we don't know. What we realized, however, is that we should have this at a national level. You cannot have one hospital saying, well, I can't take patients anymore and I'm leaving patients to die, while there is another hospital in the country that has available beds. That would be horrible. So there should be national guidance and there should be national coordination. So that's where we came in. And then all of a sudden it became reality. Here you can see the first tweet of the World Health Organization, the WHO, saying that there was a cluster of pneumonia cases in China. So that was the first mentioning of the COVID pandemic. And it was shortly thereafter, only 20 days thereafter, that we had the first patient in Europe. And it was, I think, in France, I think, in Bordeaux. So we needed to hurry up badly because this is happening in reality. So what we've decided to do is to use those pandemic preparedness lessons that we've read in literature, and we decided to call it a phase 2 and a phase 3. Phase 2 is yellow, phase 3 is red. And phase 2 means that we needed national coordination, we need to increase ICU beds, we need to decrease the amount of patients coming to the ICU, and we should better select our patients. National coordination meant that we made it very difficult and very bureaucratic in the Netherlands. That's what we love to do in the Netherlands. And we made it into a phase 2A, phase 2B, phase 2C, and a phase 2D. But it's very important to get your management people to understand that you're slowly getting to a level where you're phase 3, and then there's a huge problem. So we actually use those we use those levels. We could say at a certain time, we are in phase 2D now. There's only one minor step from phase red. Be very careful. So that really helped the people and the public to understand how serious it was. And phase 3 is the most important phase, of course, from an ethical point of view. It means that there is an absolute shortage of beds. It's no use transporting your patients from one hospital to another hospital because the other hospital is full as well. You can't bring those patients to. So there will be no transport of patients anymore. Every hospital is on their own, but every hospital should triage their patients in a similar way. It cannot be that one hospital is saying no to 60-year-old patients and another hospital is saying, of course, 60-year-old patients, come on in. There should be national guidance. And of course, we made it into 3 different levels, 3A, 3B, and 3C, and increasing intensity and selecting other patients. And I'll come back to that in a later slide. This is what happened in reality in the Netherlands. This is the first phase, and you can see that in bluish, the amount of COVID patients on the ICUs increased up to
1,319 patients simultaneously on the ICU. So that's more than our usual capacity, but luckily we were able to reduce the normal amount of patients by roughly halving them. So there were no 800 patients, not 1,000 patients, but roughly 400 patients. So we were close to 2,000, 2,100 patients on the ICU. So that's still in the greenish phase 2, luckily for us. So we, and reducing the amount of patients meant reducing the amount of surgery. There was hardly any cardiac surgery. There was hardly any neurosurgery. There was, because everybody was locked down at home, there were hardly any trauma patients. So this is basically CPR patients, cerebral hemorrhages, things like that, things that continued despite the lockdown. That were the patients that were there. I myself, I'm very interested in intoxications. There were no intoxications during the COVID period. I don't know what happened, but they were gone. So we decided how to decrease the amount of patients coming in. And a usual day, very pictographic here, we have 10 patients wanting ICU admission. And in phase 2, we said, well, we're going to triage patients on medical grounds, meaning that in particularly phase 2D and 3A, we would select patients only if they had a substantial chance of survival. If they do not have a substantial chance of survival, we would no longer admit those patients. So, and I'll show you the guidelines later on. So that will reduce our patients. And if selecting on medical grounds is no longer possible, because all patients are equal or equally healthy, then we would select on non-medical grounds. But that's not a decision that's up to the doctors or the nurses. That's a decision that's up to the ethicists of our country. So that is something that we said, well, we can't take guidance in that. We need our Royal Society of Medicine to take guidance in that, and they should appoint ethicists saying what to do next. So that part of the guideline has been written by the Dutch Ethical Society. And of course, we base on general ethical rules that are very common. And I saw Bertrand showing you the same slides. Every human is equally worth. The only one thing that is very different maybe in our country than other countries is not the last bullet, but the one in front of it. Age is relevant as a matter of priority for the worst off. If not all lives can be saved, the persons who are relatively young are worse off than those who have lived a large part of their life. So that's called fair innings in an ethical principle. And our ethicist said, well, that's something that we can use to triage patients if they're equally healthy. And that took a lot of discussions, to be honest. So selecting patients on medical grounds, we did that by saying, well, if a patient has an unwitnessed cardiac arrest, his or her chance of survival is very, very slim. We don't admit those patients anymore. If they've got a trauma with a high severity score and a predicted mortality of over 90%, we won't admit those patients anymore. So that is selecting patients on medical grounds. One slide back. And a clinical frailty scale. And Bertrand has shown you the clinical frailty scale already. In the Netherlands, we said, well, in phase 3A, we would select patients, no longer admit patients with a clinical frailty scale of 6 or above. If that would be insufficient and we would still get too many patients, we would go to plan 3B, making it slightly more severe. And we would select patients based on the clinical frailty scale of 4 and less, meaning that everybody with a frailty scale of 5 would no longer be admitted. In reality, in the first wave, we did not see patients with a clinical frailty scale of 5 or above. We only saw clinical frailty scale 1, 2, and 3. So somehow, in society, our general practitioners, our referring specialties already selected patients for us to come to the ICU. And this difficult decision was not up to us. So that made it somewhat easier for intensive care doctors.
And in phase 3C would mean that we will not have a possibility to decide or to select a patient on medical grounds. It's up to society. Those patients are equally healthy, and then we would go to save as many lives as possible or save as many life years as possible. So a first come, first serve is no longer valid, because then you would have the most frail, most elderly patients first and not the youngest patients. And of course, such a decision is very difficult for one person to make. So we would not make that decision by ourselves. We would need a triage team based on 3 doctors and a lawyer and an ethical, well, the ethical person was not there, but we could consult the ethical person. And of course, age alone cannot be a good ethical criterion, but the fair innings principle was there. And that would mean that the fair innings would say if patients are equally healthy, we would prioritize the ones that are of the youngest generation. So somebody who's 80 years old and lived their life, but is completely healthy, and we would have a younger person who is a mother of a child and equally healthy, we would pick the younger mother over the elderly patient, and we'd say, well, that's because she still has a long life to go and the other does not, and that's the fair innings principle. However, it could also be that you would have a patient of 39 versus a patient of 41. They're the same age, roughly, and the same healthy state. How could you choose between those? And you cannot. You cannot choose between those. So then it would be a gamble. We would use randomization. And of course, we wouldn't do it by just throwing the dice. We would do it by a computerized system. But it's just basically like randomization in a clinical trial. And we used that. This is what happened in the Netherlands. You can see the very high first wave where we had a lot of patients on the ICU, but the wave was relatively short. The amount of normal patients on the ICU was reduced or roughly halved. And then we have what we call the second surge. And I think you call it the second, the third, and the fourth wave, but we just called it the second one. And you see it's a very long one, and that strained our medical society to the max. There were no operations, there were no cancer treatments. So our colleagues from oncology, our colleagues from nephrology, they all realized that this could not last for a long period. And that meant that they were quite willing to accept the triage system. So in our FHF, our federal society, our federal medical society, as it's called in the Netherlands, which is very similar to your FHF, I think, everybody decided that the guidelines that we wrote down are accepted by all societies. And that was a good thing, because the politicians said, well, we don't like that fair innings part. We're not going to make this into a law. But the medical society said, well, that's good for you, but we've endorsed it anyway. And our inspectorate, that's the ones that can say, well, you as a doctor did something wrong, you're no longer a doctor. Our inspectorate said, well, if the Federal Medical Society has endorsed it, we're going to allow it, whatever the politicians are saying. So it became a field guideline, as they say. It's not a law, but it became something that is going to be followed. And luckily, our fourth wave was not as high, and now we're somewhere here with the Omicron variant, and we had no idea what's going to happen after this summer. But what we are doing is hoping for the best, we're planning for the worst. So the guideline is still there, and we have had some very tough discussions on ethical decisions. And whether this is the best, I don't know, but it's working for us in the Netherlands. Thank you very much for your attention. I'm willing to take questions. Merci beaucoup pour ces deux exposés assez édifiants. Peut-être qu'il y a maintenant des réactions ou des questions. Ce que je comprends, c'est la mise en
vous avez bien illustré la problématique des étapes ou des phases, avec une phase de contrainte où le nombre de lits disponibles reste suffisant, et une phase de saturation. Et tous les deux, vous avez essayé de montrer comment la médecine s'est organisée pour en fait penser ces différentes phases. Et comme on est dans une discussion éthique aujourd'hui, on entend dans vos deux exposés le fait que on ne peut pas penser le dilemme éthique de la même manière si on est dans la phase de contrainte ou dans la phase de saturation, comme si la pensée éthique devait être modulée, alors comme si ou comme toujours peut-être, modulée par la réalité, par ce qu'il se produit dans la réalité. Et cette tension éthique, elle grandit plus les moyens diminuent. Et vous avez exposé un recours à des éthiciens extérieurs, à des personnes qui prennent la décision en externe, tandis qu'il y a d'autres modalités où ce sont les cliniciens qui se font aider, mais qui gardent la possibilité ou la décision. C'est intéressant, ces deux expériences. Et c'est peut-être autour de tout ça qu'on peut essayer de discuter. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Jean-Louis Duboche, je suis chef de service de Réa à Pontoise et j'ai un peu vécu ça. On a de base 22 lits de Réa et 10 lits de soins continus. Et pendant cette période, on est monté à 45 lits de Réa, y compris la salle de réveil qui était uniquement réservée aux non-Covid. Alors, pour le triage, je pense que ce sur quoi on a insisté, c'est qu'on n'a pas fait un triage très différent de ce qu'on fait, je dirais, pratiquement quotidiennement. Parce que le nombre de demandes d'admission en réanimation sur des patients qui ne relèvent pas de la réanimation est quotidiennement très important. Et le triage n'a jamais été fait sur l'âge. Alors bien sûr, 90 ans polypathologique, là on tombe dans le triage habituel. Mais l'organisation qu'on avait eue, nous, c'est qu'un de nous allait tous les jours au staff infectieux, là où étaient les patients Covid qui venaient de l'extérieur. Là, évidemment, le triage via le SAMU était beaucoup plus compliqué, mais pour ceux qui étaient hospitalisés, et on faisait le point patient par patient. Ce n'était pas un triage collectif, c'était un triage individuel, comme on aurait fait dans n'importe quelle autre circonstance, moins contrainte, bien évidemment. Et ça a probablement permis une adaptation à cette vague plus meilleure. Voilà. Alors, on a beaucoup discuté des termes entre tri, parce que triage, c'est de l'anglais, mais en français on dit tri, et priorisation. Triage, c'est un terme militaire. C'est vraiment, on est sur le champ de bataille, il y a des blessés dont on pense qu'ils vont mourir, et on va les laisser sur le champ de bataille, de manière à pouvoir mobiliser les forces pour prendre en charge les malades qui peuvent être tirés d'affaire. C'est ce qui s'est passé au Bataclan aussi, quand on discute avec les gens qui sont intervenus dans la fosse du Bataclan. Moi, je préfère le terme de priorisation d'accès parce que ça veut dire qu'on peut revoir notre décision. C'est-à-dire qu'il y a un malade qu'on va admettre en salle, et puis le malade, il va se dégrader en salle, et finalement, on va l'admettre secondairement en réanimation. Ou à l'inverse, il y a un malade qu'on peut admettre en réanimation parce qu'on n'a pas toutes les informations, et puis au bout de quelques jours, on peut décider de limiter ou de ne pas hausser le niveau de soins parce qu'on a un peu de recul, parce qu'on a plus d'informations. Donc, en termes de sémantique, moi, je préfère le terme de priorisation d'accès parce que ce n'est pas du binaire on-off, oui-non. Il y a quand même des malades pour lesquels, dans les deux sens, on a revu notre décision d'orientation. Il y a un deuxième point qui était très important dans ces débats de
proposition de malade par un collègue et puis d'acceptation du malade par le médecin réanimateur, c'est de parler le même langage. Et on a mis en place une cellule d'aide pour les hôpitaux qui n'avaient pas de réanimation sur place. Et le premier travail que l'on a fait, c'est d'harmoniser les informations nécessaires à échanger entre le médecin demandeur et le médecin receveur, justement pour s'affranchir d'une réponse de type « il a 82 ans, je le refuse ». Ça, ce n'est pas acceptable. Donc, on a standardisé les informations qu'il était nécessaire d'échanger pour que, in fine, une décision d'orientation soit prise. Oui, je crois que les questions de sémantique, c'est central pour justement pouvoir reconfigurer sa manière de penser la tension éthique qui est survenue. Et je pense que ce que vous avez souligné aussi, c'est un point important, c'est l'aspect non contemporain de la priorisation avec la crise, c'est-à-dire qu'en médecine, et l'accès en réanimation en est aussi un exemple, n'est pas contemporain à la crise. Et que cet accès et cette obligation pour les réanimateurs, entre autres, de penser l'accès à la réanimation, et parce qu'il y a des ressources contraintes, et pas seulement avec la Covid, eh bien, cette pensée-là n'est pas récente, et n'est pas contemporaine à la crise Covid. Et c'est des choses qui sont pensées en médecine depuis fort longtemps, notamment par rapport, par exemple, à des ressources rares. C'est évidemment le cas dans la greffe d'organes, par exemple. Et c'est typiquement des réflexions qui sont bien antérieures et qui existent depuis longtemps. Juste une réponse, si je peux me permettre. Je ne suis pas certain que la décision soit liée à des ressources contraintes en temps, j'allais dire en temps normal. Ah oui, elle est liée aussi et surtout aux bénéfices qu'on peut apporter aux patients d'un passage en réanimation. Parce que je ne suis pas certain que venir mourir en réanimation soit la meilleure solution pour tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Il y avait une question. Oui. Oui, bon. Allô, oui, bonjour. Pierre-Frédéric Degon, je travaille chez Abbott. J'avais une question à vous poser sur la diffusion de la pratique éthique, notamment en ville. Parce que quand vous êtes un centre hospitalier, vous avez autour de vous un territoire avec des professionnels de santé, des EHPAD, des maisons de santé qui peuvent aussi se poser des questions sur l'application, en fait, la diffusion de cette pratique éthique. D'autant que là, on a une discussion qui est assez intra-hospitalière, mais après, il y a comment ça diffuse dans la ville. D'autant que vous pouvez avoir une pratique qui va être différente d'un centre hospitalier à un autre. L'éthique n'est pas forcément homogène dans sa pratique. Et donc, comment vous travaillez avec le territoire, comment vous diffusez, comment vous communiquez vis-à-vis de tous les professionnels de santé et même vis-à-vis des patients qui peuvent être évidemment, qui peuvent s'interroger, qui peuvent être angoissés, on l'a bien vu dans les statistiques, sur la façon dont va être pratiqué cet accueil du patient en situation de crise. Merci beaucoup. Alors, premièrement, je pense qu'en tout cas, pendant la période de crise, on n'a pas du tout assez communiqué vers l'extérieur. Donc ça, c'est la première chose. Qu'aujourd'hui, justement, le comité éthique de la fédération, justement, a vocation aussi à promouvoir ces débats, ces échanges et ces partages. La publication des expériences éthiques est une offre aussi de prise de connaissance de ce qui a pu être fait. Les échanges, justement, dans ce genre de salon sont extrêmement précieux. Et le dernier point sur lequel vous posez la question, c'est la question des usagers. Et il est vrai que lors de la première crise, on était dans une telle tension, alors même que nous avons des liens extrêmement resserrés, puisque dans notre comité éthique, les usagers sont partie prenante. Antérieurement, on était en fait
pour l'hôpital Saint-Antoine un pilotage tripartite, médical, paramédical et usager du comité d'éthique. Donc vraiment avec une ancienneté, une habitude de la relation. Et on s'est repris en fait dès la deuxième vague. Mais c'est vrai que la première vague, c'était un moment un peu suspendu où effectivement les relations, même si on avait gardé des contacts téléphoniques, ne nous permettaient pas de faire les médiations en présence des usagers comme on les fait d'habitude. Et dorénavant, y compris pour certaines situations cliniques, les usagers interviennent et réfléchissent. Mais je pense que vous soulevez le vrai problème que justement Dylan a aussi soulevé, c'est la question de la participation de la collectivité, finalement des citoyens à ces questions de grande tension éthique autour des ressources rares. Et ça ne peut pas, ça ne doit pas rester une question strictement médicale et c'est une question politique au sens citoyenne que nous avons à délibérer tous ensemble. Et du coup, justement, c'est peut-être, à moins que d'autres questions soient... Ouais. Et c'est l'occasion de rebondir avec donc Ivani, qui est présidente de l'association Rénalou, qui est une association qui existe de longue date depuis plus de 20 ans et qui va du coup nous exposer ce point de vue, évidemment, sur la question aussi de l'insuffisance rénale, qui est une question très en tension. Et vous faites également partie du comité de réflexion sur la vaccination, si j'ai bien compris. Oui, vous m'entendez? Ça marche? Oui, du COSV, du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale Covid-19. Donc, j'en reparlerai dans ma présentation. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vais parler effectivement des patients atteints de maladies rénales, mais plus largement des patients sévèrement immunodéprimés qui se sont retrouvés en première ligne pendant la crise et qui le sont malheureusement encore aujourd'hui. Peut-être une petite rétrospective sur là où on en était en février-mars 2020. On entendait parler de cette pandémie. On avait dans mon association des inquiétudes importantes parce que pour les patients qu'on représente, les infections, les virus ont souvent une gravité particulière. Et puis parce qu'on entendait aussi... parmi les infos qui nous venaient, notamment de Chine et d'Italie, que parmi les premiers patients décédés, il y avait des patients dialysés. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié dans tous les pays, y compris en France, hein, sur les 5 à 10 premiers cas de décès qui ont eu lieu à l'international. Il y avait quasiment systématiquement un ou plusieurs patients dialysés. Donc l'inquiétude était réelle. Et donc là, j'ai mis sur les diapos un message qu'on a envoyé à nos adhérents. C'était juste avant le premier confinement, c'était le 15 mars 2020, en leur recommandant vraiment très fortement de ne pas retourner sur leur lieu de travail le lendemain, le lundi 16 mars, parce qu'on sentait qu'il y avait vraiment une charge très importante de virus et que le risque était très élevé pour eux. Alors on a précédé de quelques jours l'assurance maladie, hein, qui, je crois, dans la semaine, ça devait être le 19 mars, a permis aux personnes à risque de forme grave de se mettre en arrêt de travail en se connectant sur leur compte Amélie sans passer par un médecin. Donc c'était vraiment une recommandation un peu d'urgence, mais voilà, qui s'est rapidement généralisée et ces arrêts de travail ont duré un certain temps avant de se transformer en chômage partiel. Et rapidement, les inquiétudes se sont confirmées. Là, c'est un article du Monde, hein, que vous avez sur la droite, qui date de début avril et qui constate cette surmortalité, notamment en premier lieu, qui s'est observée chez les patients dialysés, mais qui a aussi été très forte chez les patients transplantés. Chez les patients dialysés, il y avait des conditions particulières. Ce sont des personnes qui doivent se rendre 3 fois par semaine sur leur lieu de dialyse, donc dans un établissement hospitalier, et qui donc n'ont pas pu se confiner comme l'ont fait d'autres personnes à risque. À cette période, on était en mars 2020, il y avait une pénurie de masques, donc les séances de dialyse avaient lieu sans masque jusqu'à la fin mars quasiment. Ni les patients ni les soignants n'étaient masqués, et donc il y a eu vraiment des
drames, des clusters dramatiques dans un certain nombre de centres et une mortalité très importante qui a atteint même 30% à certains moments de cette première vague. Les choses se sont un peu améliorées par la suite, mais le bilan il est quand même très très lourd pour les patients dialysés, et pour les greffés du rein, un nombre de contaminations très important. Il y a des études qui ont été faites par le groupe EPIPHAR sur les données de l'assurance maladie en France, qui ont montré que les patients dialysés avaient un risque de contamination multiplié par 3. Donc ça, c'est lié à l'impossibilité de confinement, un risque d'hospitalisation multiplié par 4 et un risque de décès multiplié par 5. Une deuxième étude sur les mêmes hypothèses a été faite par la suite et a montré aussi qu'ils avaient un risque d'échec vaccinal très important, un risque de décès malgré la vaccination multiplié par 9. Et puis pour les patients transplantés, le risque de contamination il est comme celui de la population générale, mais le risque d'hospitalisation est multiplié par 5, le risque de décès par 7 et le risque de décès malgré la vaccination est multiplié par 34. À ce jour, on est autour de... C'est des petites populations. Il y a 50 000 patients dialysés en France, 40 000 patients transplantés. On est autour de 2000 décès de patients dialysés et de 800 décès de patients transplantés. Pour les dialysés, ça représente 4% de la population des patients dialysés en France qui sont à ce jour décédés du Covid. Donc si on avait ce type de mortalité en population générale, on serait autour de 2,5 millions de morts du Covid. Ça représente... vraiment une surmortalité très importante qui, donc, je l'ai dit, est montée autour de 20 et 30% au début de la pandémie, qui a heureusement diminué parce que même si la vaccination est moins efficace, elle a quand même un rôle protecteur. Il y a aujourd'hui des traitements, etc. Aujourd'hui, on est en mai 2022. La mortalité des patients dialysés est de 14%, celle des patients transplantés est de 12%. Donc elle reste supérieure à ce qu'ont connu les résidents d'EHPAD durant la première vague de la crise, puisqu'on était entre 11 et 13% de mortalité pour les résidents d'EHPAD au début de la crise sanitaire. L'épidémie a eu aussi un rôle très délétère sur les soins de manière générale, et j'y reviendrai, mais en particulier sur la greffe d'organes et la greffe rénale. Il y a eu un arrêt des greffes rénales pendant à peu près 2 mois, entre mars et mai 2020. Donc ça a été vraiment un recul très très important du nombre de greffes. Il y a eu plus d'1 millier de greffes rénales qui n'ont pas été réalisées par rapport à l'année précédente. On sait que c'est déjà une activité qui est difficile parce qu'il y a une pénurie importante. Et donc vous voyez sur ce graphique là vraiment le décrochage très fort en 2020 avec une diminution majeure et évidemment des conséquences graves pour les patients en attente, et puis aussi des greffons qui n'ont pas été prélevés malheureusement. Les autres greffes d'organes ont continué dans des conditions souvent ralenties, mais les greffes rénales ont été complètement arrêtées. Donc il y a des donneurs d'organes qui ont été prélevés, mais les reins n'ont pas été prélevés. Et ça, c'est quelque chose de difficile à accepter pour les patients en attente. Je parlais des conséquences de ces difficultés de la greffe en France, mais aussi dans le monde. Il y a un papier qui est sorti dans le Lancet qui a essayé de les évaluer et qui montre notamment qu'il y a pratiquement 50 000 années de vie de patients transplantés qui ont été perdus en raison de ces arrêts, de cette diminution de l'activité de greffe à l'international. Donc des chiffres très importants et encore une fois des conséquences vraiment à très long terme, des pertes de chance évidemment. Il y a eu également, au-delà des greffes, des déprogrammations qui ont concerné tous les malades chroniques, des soins reportés, non réalisés, dont le rattrapage est lent, dont parfois il n'est toujours pas totalement fait aujourd'hui. Donc évidemment, tout ça a aussi des conséquences à long terme pour les malades. Un petit exemple pour les malades du cancer où les choses ont été vraiment observées de très près. Donc là, c'est un article du BMJ qui montrait que pour chaque report d'un mois d'une chirurgie du cancer, il y a une surmortalité de l'ordre de 6 à 8%. Donc voilà, c'est vraiment là aussi des pertes de chance qui sont très avérées. Et puis une petite observation en France, le nombre de diagnostics de cancer en France a chuté de 23,3% sur la première année du Covid, sur l'année 2020. Donc là aussi, on imagine bien tout ce que ça peut impliquer pour les malades.
Alors, on peut parler, au-delà des pertes de chance effectives, de l'expérience des patients. On a réalisé chez Renalou 3 enquêtes. La première en juillet 2020, la deuxième en février 2021, la troisième en juillet 2021, sur l'expérience des patients pendant ces différentes phases de la pandémie. Il y a eu environ 2500 répondants à ces enquêtes. Le résultat a fait l'objet d'une publication dans le British Medical Journal, donc ce dont on était très content, parce que c'est une vraie reconnaissance de l'importance de l'expérience des patients et d'aller chercher cette expérience auprès d'eux. Et les grands enseignements de ces enquêtes, c'est principalement la très très grande anxiété qu'ont vécu ces personnes, avec vraiment une inquiétude majeure, la peur d'être contaminé, des attitudes d'autoconfinement très, très fortes, c'est-à-dire que pour beaucoup, ce sont des personnes qui sont rentrées en confinement en mars 2020 et qui n'en sont toujours pas ressorties réellement aujourd'hui. Et puis, ces enquêtes, elles nous apprennent aussi beaucoup sur l'accompagnement des équipes de soins spécialisées de ces patients, parce que c'est des gens qui ont assez peu souvent de médecins généralistes, dont voilà, les médecins référents sont des spécialistes de dialyse, de transplantation. Et là, une très grande hétérogénéité de l'attitude des équipes, avec certaines qui ont vraiment été ultra présentes depuis le début, qui ont communiqué, envoyé des conseils, répondu aux appels, etc. Et malheureusement, dans d'autres cas, un silence presque total, avec des patients qui étaient dans l'incapacité de contacter leurs équipes. Et évidemment, pour ces derniers patients, les conséquences, là aussi, ont été très, très dures en termes d'anxiété et de difficulté à savoir quoi faire en fait, pendant cette période. Il y a eu ensuite le premier déconfinement où on a commencé à avoir l'impression que ces patients insuffisants rénaux et de manière générale les immunodéprimés étaient un peu laissés sous silence parce que, encore une fois, pour eux, les risques, malgré le déconfinement, continuaient à être très importants. Donc voilà, c'est une tribune qu'on a publiée dans Le Parisien pour alerter sur la situation des patients vulnérables pendant cette phase de déconfinement. Et puis ensuite, il y a eu l'espoir malheureusement déçu, mais qui a été quand même un grand espoir des vaccins. Donc je fais effectivement partie du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, et le Conseil a veillé au fil des informations et des données de la science qui arrivaient, à proposer pour les patients immunodéprimés sévères des stratégies pour améliorer leur protection autant que possible. Donc, ils ont fait partie des patients ultra vulnérables qui ont été parmi les tout premiers à avoir accès à la vaccination dès janvier 2021. La France a été aussi un des premiers pays à proposer une 3e dose pour les immunodéprimés sévères. C'était en avril 2021. Puis, il y a eu les doses ultérieures, les rappels. On est aujourd'hui à 2 rappels et à la recommandation d'un rappel tous les 6 mois. Et puis également pour les patients non ou faibles répondeurs à la vaccination, puisque malheureusement c'est une des grandes difficultés pour les immunodéprimés sévères, l'accès à des traitements préventifs et curatifs, et notamment aux anticorps monoclonaux, avec la possibilité d'accéder au Ronapreve puis à Evusheld, respectivement en août et en décembre 2020. Voilà, donc une stratégie qui a été assez dynamique pour tenter d'apporter la meilleure protection possible. Une stratégie qui est compliquée aussi. Je vous donne un petit exemple d'infographie que Renalou a produite pour essayer de simplifier les choses au maximum, mais malgré la volonté de simplification, on voit que c'est pas tout à fait évident. Donc voilà, c'est important que les patients comprennent quelle est la marche à suivre pour obtenir une protection optimale. Et également une forte implication d'Alain Fischer, qui a accepté de faire des petites vidéos destinées aux patients dialysés, aux patients transplantés, enfin qui s'est vraiment impliqué très fortement. Et puis malgré tout ça, aujourd'hui le constat, c'est que la stratégie de protection des immunodéprimés sévères en France, c'est un échec relatif, mais quand même. Donc un petit rappel, Omicron n'est pas une grippe pour ces patients-là. Ça a été dit par Bertrand Guidet. Mais voilà, ce qu'on voit dans les données, c'est que si on prend comme point de repère mi-décembre 2020, qui correspond
à l'arrivée d'Omicron et aussi à l'accès précoce à Evusheld, donc un traitement préventif efficace. Il y a eu des contaminations très importantes, mais ça, c'est lié aux caractéristiques de transmissibilité d'Omicron. Et surtout, si on regarde l'ensemble des patients transplantés qui sont décédés depuis le début de la pandémie, il y en a un quart qui sont morts depuis décembre 2021, donc sur les 6 derniers mois, en gros. Et puis, je l'ai déjà dit, depuis le début de la pandémie, 4% des patients dialysés en France sont décédés du Covid. Donc je parlais d'échec de cette stratégie de protection, d'abord parce que la couverture vaccinale de ces patients, alors qu'elle devrait être vraiment très forte, elle reste largement insuffisante. D'abord, il y en a 10% qui ne sont toujours pas vaccinés, qui ne sont pas primo-vaccinés. Mais surtout, si on regarde l'accès au premier rappel, je rappelle que c'est au moins 2 rappels pour ces patients et bientôt 3. Aujourd'hui, il y a seulement 57% des patients dialysés, 54% des patients transplantés rénaux, 45% des transplantés pulmonaires qui ont reçu un premier rappel vaccinal. Donc, c'est des taux très faibles, c'est des taux très inférieurs à ceux qu'on observe en population générale éligible. Aujourd'hui, c'est 82% de la population générale éligible qui a reçu ce premier rappel. Donc, beaucoup d'explications à ces constats, mais qui sont quand même des constats graves parce que même si ces patients répondent mal à la vaccination, elle a quand même un effet et elle est vraiment essentielle pour leur apporter une protection au moins contre les formes graves. Donc voilà, c'est des constats qui ont des conséquences importantes et aussi de très très grandes disparités géographiques. C'est-à-dire selon le département français, les taux de rappel des patients immunodéprimés sévères varient entre 25 et 85%. Donc des pratiques médicales qui sont aussi extrêmement diverses. Et puis sur l'accès aux anticorps monoclonaux, donc je vais parler uniquement là de la prophylaxie. C'est vraiment destiné aux patients qui répondent mal ou pas du tout à la vaccination, donc qui n'ont pas d'autres moyens de protection que ces anticorps monoclonaux qu'on va leur injecter. Donc je rappelle que l'Evusheld est recommandé et disponible depuis mi-décembre dernier. Et à ce jour, il y a seulement 20 000 doses qui ont été administrées pour plus de 100 000 patients pour lesquels ce médicament est indiqué. Donc moins d'un patient sur 5 est traité à ce jour. Je vous ai mis la courbe de la dynamique d'inclusion. C'est un accès précoce, donc l'ANSM publie ces données chaque semaine. Et on voit que l'accès aux médicaments est vraiment en chute libre avec la semaine dernière un peu plus de 300 doses, 300 patients qui ont bénéficié de ce traitement. Donc c'est vraiment un accès extrêmement faible et qui ne s'améliore pas malgré les recommandations existantes. Donc ça fait que ces patients restent non protégés. Alors ces constats, ils ont donné lieu à un certain nombre d'actions. Le COSV s'est positionné à plusieurs reprises sur les immunodéprimés sévères en demandant une meilleure application des recommandations. Tout récemment, au sujet des faiblesses du rappel des patients dialysés, il a produit une note en avril. Les associations de patients immunodéprimés travaillent collectivement depuis quasiment le début de la crise. La semaine dernière, on a mené de nombreuses actions. On a écrit à plusieurs reprises au président de la République, publié des tribunes, etc. Mais ça, c'est la dernière action en date. On a écrit à toutes les sociétés savantes impliquées dans le suivi des patients immunodéprimés pour leur demander réellement de s'engager très très fortement pour améliorer la protection de ces patients. Et puis on s'apprête à saisir le comité consultatif national d'éthique sur le sujet de cette sous-vaccination. Alors là, j'ai parlé des moyens de protection pharmacologiques, mais les mesures barrières ont aussi évidemment un rôle très important pour protéger les patients immunodéprimés. Donc, comme vous le savez, le port du masque n'est plus obligatoire depuis lundi dernier dans les transports en commun. C'est une étape très symbolique. C'était un peu la dernière étape de la fin des mesures barrières. Et c'est vrai que pour beaucoup de patients immunodéprimés, ça représente quasiment une exclusion de la fréquentation de ces transports en commun. En tout cas, là aussi une très grande anxiété parce que même si on porte un masque FFP2, si on se retrouve dans un wagon de métro surchargé avec uniquement des gens démasqués, etc., le risque ne peut pas être considéré comme nul et puis c'est extrêmement anxiogène. Donc un petit exemple de campagne que Renalou a diffusé ces dernières semaines. Le masque n'est plus obligatoire mais on peut continuer à le porter, notamment par solidarité avec les patients fragiles qui restent inclus dans la société. Voilà, donc pour finir, un petit état des lieux
du Covid pour les patients immunodéprimés. Donc c'est un virus qui, pour eux, reste malheureusement encore hautement mortel. Les déprogrammations ont eu des conséquences majeures et durables qui probablement, pour beaucoup, ne se rattraperont pas complètement. On constate encore aujourd'hui de nombreuses morts évitables, des patients qui devraient être protégés, qui ne le sont pas. Pour les malades, c'est une vie confinée, isolée depuis 2 ans et demi, avec beaucoup d'impacts sur le quotidien, sur des impacts psychologiques, familiaux, professionnels, un niveau d'anxiété qui reste très élevé, des inégalités très fortes, on en a un petit peu parlé, sur l'accès à la vaccination, l'accès au traitement, l'accès à l'information, à l'accompagnement, enfin, voilà, c'est très très hétérogène, des discriminations de plus en plus marquées, voilà, le fait de ne plus pouvoir prendre les transports en commun c'en est une, le fait d'être les derniers à porter un masque, on voit bien aussi quelles conséquences un jour ou l'autre ça pourra avoir. C'est un temps perdu sur la vie. On parle de patients qui ont des maladies graves, qui ont des espérances de vie diminuées. Et donc, ces 2 ans et demi de vie isolée, évidemment, c'est des choses qui ont un impact voilà, qui ne se rattrapera pas. Et puis, malheureusement, c'est une épidémie qui n'est pas terminée, puisque, comme vous le savez, il y a des variants d'Omicron là, qui arrivent en Europe. On ne sait pas prédire ce qui se passera dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent. Avec un risque important de variants dont la gravité pourra, dont rien ne dit que la gravité sera inférieure à celle de Omicron. Voilà, donc l'histoire n'est pas finie malheureusement et les choses restent difficiles. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut prendre 1 ou 2 questions avant de passer la parole à notre oratrice suivante. Moi, je doute qu'il n'y ait pas de réaction, oui. Non, moi, j'ai eu une question, parce qu'on a été malheureusement confronté à des malades, beaucoup greffés de reins, plus que des hémodialysés chroniques, beaucoup des greffés de reins, greffés de foie un tout petit peu, mais plus greffés de reins, qui faisaient des formes graves de Covid, et leur entourage n'était pas vacciné. Et clairement, là, il y a un message aussi, c'est qu'il faut absolument que l'entourage de ces patients à risque, même quand ils sont vaccinés, qui ne répondent pas bien à la vaccination, ne soient pas contaminés dans leur milieu familial. Donc là, il y a vraiment un message de solidarité familiale. Bien sûr, solidarité dans les transports, etc. Mais solidarité familiale, quand vous avez dans votre foyer quelqu'un qui est profondément immunodéprimé, il faut que l'entourage familial se vaccine. Bonjour, merci pour votre intervention. C'était très intéressant. Il y a des chiffres qui m'ont frappé, notamment le taux de vaccination des patients immunodéprimés par rapport à la population générale. Primo-vaccination et rappel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ? Est-ce que c'est un problème justement d'accès, d'information ? Est-ce que c'est des populations qui sont plus éloignées du soin ? Est-ce qu'il y a eu un manque de politique d'aller vers ? Voilà, merci. Alors, effectivement, ces taux, ils sont impressionnants et bas. C'est des données de l'assurance maladie. Ce qu'on voit, alors je vais parler peut-être des patients dialysés pour lesquels les choses sont particulièrement frappantes. Les patients dialysés, ils ne sont pas éloignés du soin parce qu'ils se rendent dans un centre de dialyse 3 fois par semaine. Ils y passent 6-7 heures avec des infirmières, des médecins, etc. Ce qu'on a identifié, un des principaux freins qu'on a identifié, c'est que quand on regarde la première partie de la campagne vaccinale, donc la primo-vaccination, il y a eu un engagement important des centres de dialyse pour vacciner ces patients. Pour faire la vaccination sur place pendant la dialyse, qui est évidemment le plus évident et le plus simple, parce que c'est des patients qui, quand ils passent beaucoup de temps à soigner, quand ils sortent du centre, ils sont épuisés et on ne va pas les renvoyer vers un centre de vaccination. Donc pour la primo-vaccination, environ 60% des patients dialysés ont été vaccinés dans leur centre. Ce taux s'est effondré par la suite, c'est-à-dire il y a un désengagement important des structures de dialyse pour vacciner les patients, mais aussi
aussi finalement pour les informer des recommandations, les sensibiliser. Pour les patients immunodéprimés, il faut pour être vacciné avoir une ordonnance. C'est pas comme la population générale, on ne va pas dans un centre de vaccination. Il faut une prescription parce qu'il y a une surveillance des anticorps à faire, parce que c'est un peu compliqué. Et ce qu'on a vu, c'est que ces patients, non seulement ils n'avaient pas l'ordonnance, mais ça leur était pas prescrit, ils n'étaient pas informés. Voilà, donc il y a vraiment là une difficulté, une nécessité de remobiliser les professionnels pour assurer la protection de ces patients. Donc il y a eu un webinaire de la société de néphrologie auquel a participé Alain Fischer pour essayer de réexpliquer les recommandations, de redire à quel point c'est important. Voilà, donc on va voir comment les choses évoluent. Pour ce qui est des patients transplantés, alors ils fréquentent moins les lieux de soins parce qu'ils n'y sont pas plusieurs fois par semaine, ils y sont tous les 2-3 mois. Mais ce qu'on voit pour la faiblesse de la vaccination, c'est ce qu'on retrouve aussi pour la faiblesse de l'accès aux anticorps monoclonaux. Enfin, je veux dire, c'est les mêmes mécanismes en fait. Sans doute, ce qu'on a vu en discutant avec les professionnels, c'est l'impression qui est erronée, mais l'impression quand même que Omicron c'est pas grave et que les patients n'ont pas besoin d'être protégés, alors qu'on voit qu'il y a encore des morts, il y a encore voilà, ça a joué, je pense, un rôle majeur dans une sorte de désinvestissement des équipes pour assurer la protection des patients. Je vais donc passer la parole à Madame Guimillot Bréau, qui est donc la chef de service de la santé à la CNIL et qui va du coup nous éclairer de ce point de vue autour des questions de CNIL et pandémie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'idée, c'est de revenir un petit peu sur les enjeux en matière de protection des données auxquels on a pu être confronté, ou en tout cas qu'on a été amené à rencontrer spécifiquement en période de crise sanitaire. Alors, je vous fais l'affront, mais très rapide, de vous rappeler rapidement ce qu'est la CNIL. Donc, c'est la Commission nationale informatique et liberté, une autorité administrative indépendante qui existe depuis 1978, depuis la loi informatique et liberté, et qui a pour rôle en fait d'être régulateur en matière de protection des données, donc de s'assurer notamment que les traitements de données à caractère personnel qui sont mis en œuvre ne portent pas atteinte à la vie privée des personnes concernées. Donc on est également membre de ce qu'on appelle l'EDPB ou le CEPD, qui est en fait la réunion de l'ensemble des CNIL européennes. Et puisque, comme vous le savez, depuis 2018, mai 2018, on a un règlement qui s'applique, donc le fameux RGPD. Vous avez dû le voir dès que vous êtes sur Internet avec les bandeaux cookies et autres. Donc on a un règlement qui s'applique au niveau européen dans l'ensemble des États membres. Bon, nous, on n'a pas attendu mai 2018 pour se doter d'une législation particulière en matière de protection des données, puisque, comme je le disais, on a depuis 1978 cette loi informatique et liberté qui existe. Alors, les missions de la CNIL, quelles sont-elles ? On pourrait les résumer en deux grandes catégories. Alors, il y a une catégorie dont on entend pas mal parler dans les médias, qui est plutôt la casquette gendarme, qui est une appellation qu'on n'aime pas tellement, nous, à la CNIL, et encore moins au service de la santé, puisqu'on ne participe pas du tout à cette activité-là, à l'activité gendarme, puisque la CNIL a pour mission de contrôler, d'aller vérifier que les traitements de données à caractère personnel, les fichiers, etc., sont constitués dans le respect de la loi, que les données sont conservées en toute sécurité. Et évidemment, si on constate des manquements, la CNIL peut également prononcer des sanctions. Et l'autre mission, qui est peut-être un petit peu moins connue, mais en tout cas que nous, on exerce pleinement au service de la santé, c'est une mission d'accompagnement des acteurs, alors aussi bien le secteur
privés que publics, en publiant alors des guides pratiques, en faisant des ateliers, des permanences juridiques, et puis aussi et surtout en ayant une activité de conseil des pouvoirs publics. Et pour ce qui est du service de la santé, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, on est également amené à traiter un certain nombre de dossiers, puisque je pense que vous savez tous ici que pour certains types de traitements de données de santé, il faut une autorisation de la CNIL avant la mise en œuvre du traitement. Donc j'y reviendrai rapidement. Alors, quel a été le rôle de la CNIL en période de crise sanitaire? Finalement, c'est un peu ce qui a été dit déjà, c'est-à-dire que finalement, les missions restent les mêmes, mais avec des critères d'appréciation, des curseurs qui vont bouger en fonction de la situation, en fonction des risques, en fonction de l'urgence. Et tout ça doit évidemment diffuser dans tous les avis de la Commission, dans sa façon de s'organiser pour traiter les dossiers qui lui sont soumis. Donc, je vais revenir sur ces points-là de manière un petit peu plus détaillée. Déjà, quelques chiffres, il y en aura un petit peu tout au long de la présentation, mais pour vous dire, par rapport à la crise sanitaire spécifiquement, depuis le début de la crise, donc en gros début 2020, la CNIL a été auditionnée 12 fois. Quand il s'agit d'auditions, ce sont des auditions parlementaires, notamment, donc devant des sénateurs, des députés, dans le cadre de discussions sur des projets de loi, des textes, des orientations politiques. La CNIL a rendu plus de 30 avis sur des projets de texte, puisqu'il y a un certain nombre de projets de texte qui ne peuvent être pris qu'après avis de la Commission. Alors c'est un avis consultatif. Je rappelle, la CNIL n'est pas législateur, donc ce qui est écrit dans les textes, ça n'est pas écrit par la CNIL. En revanche, la CNIL rend un avis, et notamment, alors parmi les 30 avis, je reviendrai dessus un petit peu plus en détail, mais on s'est prononcé à de nombreuses reprises sur l'ensemble des dispositifs, des systèmes d'information qui ont été mis en place au niveau national dans le cadre de la gestion de l'épidémie. On a également réalisé près d'une cinquantaine de contrôles sur les dispositifs liés à la gestion de l'épidémie. Et donc 25 ont été réalisés entre mai et novembre 2020. Donc il y a quand même eu une mobilisation très forte. Pour vous donner un peu un ordre de grandeur, on réalise à peu près par an environ 200 contrôles. Donc ça a quand même représenté une part très importante de l'activité. Je rappelle aussi à un titre informatif qu'on est 230 à la CNIL, 230 personnes qui travaillent. Par ailleurs, alors on ne s'est pas contenté de rendre des avis, de participer à des auditions, etc. On a aussi essayé d'être à l'initiative d'informations plus grand public et on a diffusé un certain nombre d'articles, de communiqués, de fiches pratiques, des rappels pour les employeurs, les collectivités, les chercheurs, pour essayer d'anticiper sur les problématiques qui pouvaient se poser dans la vie quotidienne, dans l'organisation professionnelle. Et puis éviter que des mauvaises pratiques se mettent en place. Alors, je reviens un petit peu sur les dispositifs sur lesquels la CNIL a rendu un avis ou des avis, puisque beaucoup d'entre eux sont revenus à plusieurs reprises, puisque en fait, quand la CNIL se prononce sur un texte, rend un avis sur un texte, dès que le texte est modifié, il faut un nouvel avis de la Commission. Donc dès qu'on change une phrase, qu'on rajoute une finalité dans un système d'information, qu'on rajoute des données, des destinataires, il faut saisir la CNIL et que la CNIL se prononce. Alors, les dispositifs sur lesquels on a été amené à rendre des avis, il y a le tout premier, c'était sur la constitution d'un entrepôt de données relatives, donc de données collectées dans le cadre de l'épidémie, et donc le fait de centraliser ces données au sein du Health Data Hub ou la plateforme des données de santé. Donc ça, c'est vraiment le tout premier avis qui a été rendu. Ensuite, on a rendu également des avis. On a mis également dans la présentation l'arrêté article 67 de la loi informatique et liberté. Cet arrêté-là, il est extrêmement important puisque l'article 67 de la loi informatique et liberté prévoit que dans certains cas, et notamment quand on est face à une crise sanitaire, dans le cadre d'une alerte sanitaire, certains organismes qui sont listés dans un arrêté peuvent traiter des données de santé sans autorisation de la CNIL.
Donc c'est extrêmement important d'avoir ce texte-là, sauf que il est prévu par la loi informatique et liberté depuis un certain temps, mais que jusqu'à la crise liée à la Covid, l'arrêté n'existait pas. Donc il a fallu aller très vite pour pouvoir permettre à certains organismes de ne pas avoir à solliciter la CNIL avant la mise en œuvre de traitement de données. On s'est également prononcé à plusieurs reprises sur le décret qui encadre l'application qui s'appelait au départ Stop Covid et qui a été renommée ensuite Tous Anti-Covid ou TAC, que beaucoup de gens ont installé sur leur smartphone. On s'est également prononcé sur le système d'information Contact Covid, donc, qui a été mis en place pour permettre la réalisation du contact tracing, notamment par les caisses primaires d'assurance maladie et puis en tout cas par tous les enquêteurs. Hein. Donc là encore, il fallait un système d'information centralisé avec des collectes de données, s'assurer qu'on pose à chaque fois les mêmes questions, qu'on récolte les mêmes informations, vérifier également que le consentement des personnes était bien recueilli pour récupérer un certain nombre d'informations. Donc voilà, ça a été un encadrement aussi assez important à vérifier. On s'est prononcé également sur le décret. Alors en général, c'est le même texte, hein, d'ailleurs, Contact Covid et SIDEP. C'est un décret. SIDEP, c'est le système d'information qui centralise au niveau national l'ensemble des résultats de dépistage des tests. Donc, qui était extrêmement important, notamment aussi pour pouvoir alimenter le système d'information Contact Covid qui permettait le contact tracing, puisqu'une fois qu'une personne est dépistée positive à la Covid, ces informations vont être transmises dans les centres auprès des enquêteurs qui vont pouvoir contacter ces personnes pour leur demander avec qui elles ont été en contact, etc. Donc on voit bien, hein, aussi les liens, les chaînages qui se font entre tous ces systèmes d'information qui finissent par concerner quasiment l'ensemble de la population, puisque je pense que quasiment tout le monde a fait un test de dépistage. On s'est également prononcé sur le SI qui a été constitué dans le cadre des vaccinations, puisque là encore, il y a un système d'information centralisé au niveau national qui regroupe les informations de l'ensemble des personnes qui sont vaccinées. On s'est prononcé également sur le pass sanitaire, les conditions de mise en place du pass sanitaire. Là encore, hein, je répète, on n'est pas législateur, donc ce n'est pas la CNIL qui a décidé de la mise en place du pass sanitaire, ça a été décidé au niveau du Parlement. Il n'empêche que les modalités de mise en œuvre du pass, comment ça fonctionne, comment on sécurise les choses, etc. Là, en revanche, la CNIL a pu, en tout cas, donner des avis et un certain nombre de conseils. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'on est saisi de projets de texte. En règle générale, il y a toujours une discussion, notamment avec le ministère, avec le gouvernement qui est à l'origine de ce texte-là. Et il y a beaucoup de choses qui évoluent entre la version initiale, la version sur laquelle la CNIL rend un avis et la version qui est publiée in fine. Donc il y a pas mal de choses finalement qui font l'objet, alors ce n'est pas vraiment des négociations, mais quand on échange avec le ministère en disant écoutez, ce point-là est très problématique, en fait, le ministère anticipe aussi sur un avis qui serait négatif ou défavorable et ajuste aussi le projet de texte. Donc il faut avoir en tête qu'il n'y a pas que les avis, il y a tous les travaux préparatoires en amont. Et puis la CNIL a aussi été chargée par le législateur de rendre un avis complémentaire. Alors le gouvernement doit remettre au Parlement, normalement tous les 3 mois, c'est prévu par l'article 11 de la loi du 11 mai 2020, le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport sur le fonctionnement, un rapport d'évaluation sur le fonctionnement des outils qui sont prévus par cet article 11. Concrètement, c'est uniquement Contact Covid et SIDEP, donc Contact Tracing et centralisation des dépistages, mais on voit bien que ces systèmes d'information, ces dispositifs s'insèrent finalement dans un cadre beaucoup plus large, beaucoup plus global. C'est pas uniquement l'application TAC qui a limité les contaminations, c'est pas uniquement SIDEP qui a permis de faire des statistiques.
tous ces dispositifs ont leur intérêt, ont un impact. Et voilà, le Parlement, en tout cas, a souhaité que le gouvernement fasse cette évaluation et lui remette un rapport régulier. Et ce rapport doit être complété d'un avis de la CNIL, donc notamment aussi sur les impacts en termes informatique et liberté, en termes de protection des données, de protection de la vie privée des personnes. Donc on en est maintenant au 5e avis qui va être débattu au niveau du collège demain en séance plénière. Et on croise les doigts pour que ce soit le dernier. Et puis, alors je l'ai mis en plus petit, mais voilà, je n'en dévoilerai pas plus. Il y a aussi un certain nombre d'avis qui ne sont pas publiés, soit parce que les projets de texte ne voient jamais le jour. Les avis de la commission sont publiés en même temps que les textes définitifs. Donc il y a des textes qui ne voient jamais le jour, ou par exemple des avis qui ne sont pas rendus publics puisqu'ils sont sur des thématiques pour lesquelles seul le sens de l'avis va être publié. Alors, l'accompagnement des acteurs publics et privés, j'accélère un petit peu parce que je vois que l'heure tourne. Je le disais, on a eu donc pas mal d'auditions auprès de parlementaires, mais également des échanges, c'est-à-dire que parfois on est simplement saisi de manière informelle pour donner une orientation sur un projet d'amendement, ou puisque je pense que tout le monde l'a vu, la production normative a quand même été assez rapide, assez volumineuse aussi. Nous, on a rendu des avis parfois en 24 ou 48 heures. Donc, on est saisi du projet de texte, on a une demi-journée pour l'analyser, produire un projet de délibération, délibérer, etc. Donc, tout s'est fait extrêmement rapidement et a nécessité une mobilisation assez importante. On a eu également beaucoup d'échanges avec les ministères, au-delà des saisines sur les projets de texte. Il y a eu pas mal de discussions, d'échanges. Alors, je pense notamment au protocole sanitaire dans les écoles ou aux questions de prise de température un peu systématique à l'entrée des bâtiments. Donc ça, c'est des points sur lesquels il a fallu échanger. Aussi parce qu'en période de crise, même si il ne vous aura pas échappé qu'il y a un I dans AAI, on est effectivement une autorité administrative indépendante, mais c'est quand même important aussi qu'il y ait une cohérence et une cohésion des pouvoirs publics. Si on est tous sur des lignes différentes, finalement, il y a quand même un vrai danger pour les personnes concernées, qui sont quand même et pour les patients, donc qui sont quand même les personnes au bénéfice desquelles notre activité s'exerce. On a également répondu à beaucoup de demandes de conseils d'acteurs privés, de collectivités. Et puis l'accompagnement donc, sur le secteur de la santé s'est traduit par la délivrance d'autorisations en matière de recherche dans le domaine de la santé, mais hors recherche aussi, puisqu'il y a eu des constitutions d'entrepôts de données de santé pour lesquels on s'est organisé en interne pour être efficace et traiter les choses au mieux. Alors, pour ce qui est plutôt de l'information grand public, je l'évoquais tout à l'heure, donc on a quand même plusieurs permanences juridiques qui fonctionnent alors, quotidiennement pour la permanence juridique classique, qui est la plus appelée en fait par les usagers. Et concrètement, on s'est aperçu que beaucoup de notre activité dans ce cadre-là, alors je le dis un peu ironiquement, voilà, mais c'était finalement de faire un peu le service après-vente de tous ces dispositifs mis en œuvre au niveau, donc soit par le ministère, soit par la CNAM, puisque beaucoup d'usagers avaient des questions sur la façon d'exercer leurs droits, sur les modalités d'information, sur les modalités de fonctionnement, les mesures techniques de sécurité qui permettaient de garantir la sécurité des données qui étaient traitées dans ces systèmes d'information. Donc on a joué ce rôle aussi d'explication, de détail, et c'est aussi pour ça qu'on a fait un certain nombre de publications sur le site web de la CNIL, au-delà des sujets que nous on a identifiés comme prioritaires et sur lesquels il fallait qu'on publie des choses, notamment sur le télétravail, sur les cahiers de rappel papier mis en place dans les restaurants, parce que finalement tous ces éléments-là quotidiens sont autant de points de vigilance et de risques voilà, qu'il faut quand même avoir en tête. Je vous donne un exemple comme ça qui me passe par la tête parce qu'on parle des cahiers de rappel. Alors évidemment, le cahier de rappel dans le restaurant, ça paraît un peu futile par rapport à tout ce qui a été exposé précédemment, mais il n'empêche que voilà, ça a été un vrai sujet aussi de la vie
quotidienne des personnes. Et concrètement, nous, on a des restaurateurs qui nous ont appelés pour nous dire, bon, alors mon cahier de rappel, est-ce qu'il faut que je l'envoie à la CEPAM, je l'envoie par Gmail ou par Hotmail, voilà. Donc c'est aussi des problématiques très très concrètes qui en fait ont émaillé la vie, enfin voilà, qui s'inséraient dans la vie aussi bien des professionnels que du grand public. Oui. Alors, je reviens rapidement sur l'activité répressive. On a quand même traité un certain nombre de plaintes. Les contrôles, je l'ai mentionné tout à l'heure. Mais on a également mis en demeure et rappelé aux obligations légales un certain nombre d'organismes parce qu'il ne s'agit pas uniquement de constater des manquements. Après, il faut aussi prendre les mesures qui s'imposent. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on constate des manquements, alors c'est souvent à partir de plaintes d'ailleurs, on ne cloue pas forcément au pilori les acteurs qui commettent des violations ou qui ne respectent pas le RGPD. Il y a aussi beaucoup de négociations, beaucoup de discussions. Et la plupart des contrôles dans lesquels on constate des manquements, finalement, se clôturent par un simple courrier dans lequel le responsable de traitement s'engage à respecter et à se mettre en conformité. Et tout ça n'est pas visible. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas vraiment des grands méchants loups, ou en tout cas, on est vraiment... on veille à pouvoir négocier, à faire en sorte que les responsables de traitement puissent se mettre en conformité sans pour autant être affichés. Et ça a d'autant plus d'importance dans le secteur de la santé, puisque il ne faut pas non plus créer de panique auprès des patients ou des personnes concernées. Alors les principaux enjeux sur lesquels on s'est focalisé la commission dans le cadre de l'examen des textes, mais aussi dans le cadre des conseils qu'elle a pu dispenser. Bon, déjà, le constat, je pense que tout le monde partagera, c'est qu'il y a vraiment eu une intensification des pratiques numériques au quotidien. Je parlais de tous ces systèmes d'information, tous ces dispositifs mis en place. Il y a aussi eu un recours massif aux téléconsultations, à la télémédecine. Ça a d'ailleurs débloqué des choses, notamment en termes de remboursement des actes de téléconsultation. Voilà, donc tout ça, vraiment, il y a eu un volume beaucoup plus important de recours au numérique dans le cadre de la prise en charge médicale. Un des soucis quand même qu'a eu la CNIL, c'est le recours aux outils disponibles sur le marché, puisque il y a quand même eu des annonces, notamment du ministre, qui a invité les professionnels de santé à utiliser un peu tout outil possible et imaginable, par exemple WhatsApp, par exemple, voilà, pour faire des téléconsultations. Alors évidemment, je ne vous cache pas que la réaction première de la CNIL a été de se dire, bon, il y a quand même des outils qui sont sur le marché qui sont un petit peu plus sécurisés, auxquels il faut vraiment essayer de recourir en priorité. Concrètement, ce qui a vraiment été très très important également pour la CNIL, ça a été de dire, et on l'a dit dans une des délibérations, je crois que c'était sur CIDEP, il ne faut pas placer sur le professionnel de santé ou sur l'établissement de santé l'entière responsabilité de la conformité de tous ces outils numériques au RGPD. C'est-à-dire que si un éditeur de logiciel vous propose à vous, professionnels de santé, établissement, un outil numérique, il faut aussi que lui soit en capacité de démontrer que les mesures techniques respectent les exigences en matière de protection de la vie privée. C'est-à-dire que chacun son métier, et sur ce point-là, la CNIL est absolument extrêmement vigilante. On s'est aperçu aussi qu'il y avait vraiment une forte nécessité de transparence dans le déploiement, par exemple, de tous les dispositifs que j'ai évoqués. C'est-à-dire que concrètement, on a bien vu quand il a été question d'établir des listes de patients vaccinés à transmettre aux médecins traitants, ça a créé un espèce d'émoi général qui finalement aurait peut-être pu être un petit peu atténué s'il y avait eu plus de transparence, plus de communication, si on avait expliqué davantage à quoi servaient tous ces systèmes d'information. Donc la CNIL a été extrêmement vigilante sur ce point-là.
On s'est également beaucoup attaché à la question de la proportionnalité entre les dispositifs de surveillance et de centralisation des données qui ont été déployés et les risques d'atteinte à la vie privée. En gros, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ? Et on a vu, il y a eu beaucoup d'ajustements entre les projets de texte et ce qui est sorti in fine sur les catégories de données traitées, sur les destinataires de ces données. Donc voilà, il y a vraiment eu un travail vers la protection des données. Et puis le dernier risque identifié, alors le dernier, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est le risque du solutionnisme technologique. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on rencontre aussi au quotidien, notamment dans les établissements de santé, quand il s'agit d'installer des caméras de surveillance dans les couloirs, éventuellement dans les chambres, parce qu'il y a un manque de personnel, parce que voilà, ce risque du solutionnisme technologique, c'est que finalement, s'il s'installe, déjà, il y a un risque d'accoutumance et puis après, un effet cliquet. On l'a accepté pendant la crise, finalement ça marchait bien, est-ce qu'il ne faut pas laisser ça en place ? Et pour le coup, tous ces dispositifs sont assez régulièrement intrusifs. Donc c'est justifié en période de crise et d'urgence sanitaire. En revanche, dans la vie quotidienne, en mode retour à la normale, si ça arrive un jour, c'est plus compliqué. Je vois qu'on me fait signe, il y a du monde qui attend, donc j'accélère. Très très rapidement, juste 2 minutes, sur l'idée générale quand même de dire qu'il y a le cadre, alors on critique beaucoup le RGPD, la loi informatique et liberté, c'est très contraignant, etc. Il faut quand même savoir, notamment en matière de recherche médicale, on s'est vraiment aperçu que le cadre était finalement assez adapté et surtout adaptable et qu'on pouvait vraiment faire preuve d'agilité. Déjà, je le disais, normalement, il faut une autorisation de la CNIL pour pouvoir mettre en œuvre un projet de recherche dans lequel on va traiter des données de santé. 90% des recherches qui ont été réalisées en lien avec la Covid ont été réalisées dans le cadre des méthodologies de référence qui ont été homologuées par la CNIL et qui existent depuis un certain nombre d'années. Ces méthodologies de référence, elles permettent, quand on se déclare conforme au texte, de mettre en œuvre son projet de recherche sans autorisation de la CNIL. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de faire une autre démarche qu'une déclaration qui se fait en ligne sur Internet, pour pouvoir mettre en œuvre son projet de recherche. Donc voilà, 90% des recherches Covid qui peuvent être mises en œuvre sans autorisation, ça veut bien dire que le cadre existant n'est pas complètement hors sol. On a également mis en place des recommandations provisoires en matière de monitoring à distance dans le cadre des essais cliniques, alors hors Covid, mais pour lesquels il faut faire un contrôle qualité. Et habituellement, comme vous le savez, ce sont des personnes qui se déplacent au sein des établissements pour faire le contrôle qualité entre les données recueillies dans le cadre de l'étude et les données qui figurent dans le dossier médical, sauf qu'en période de crise sanitaire, encore moins que d'habitude, on ne rentre pas dans un hôpital comme dans un moulin. Donc tout ce monitoring, tout ce contrôle qualité ne pouvant plus être fait au sein de l'hôpital. Alors, il y a une question d'entrée, etc., mais il y a aussi une question de charge de travail des professionnels de santé qui ont autre chose à faire que de venir vérifier par-dessus une épaule qu'on fait bien le travail de contrôle qualité. Donc, on a mis en place des recommandations provisoires en matière de monitoring à distance, déjà pour permettre d'inclure ce monitoring à distance dans le champ des méthodologies de référence, c'est-à-dire qu'en gros, si vous mettiez en place en tant que promoteur d'une étude ce type de monitoring, il n'était pas nécessaire d'obtenir une autorisation préalable de la Commission à condition de respecter ces recommandations. Recommandations qui ont été traduites, reprises au niveau européen, puisqu'on a été en fait les premiers et les seuls à émettre des recommandations pour encadrer ce monitoring. Et puis quand même simplement ajouter que dans certains cas, il fallait quand même une autorisation de la CNIL. Alors quand on traitait des données un peu particulières, parce que ce n'est pas prévu par les méthodologies de référence classiquement, mais aussi et surtout puisqu'on avait notamment un contexte très particulier, puisque des patients arrivaient hors d'état d'exprimer leur consentement, hors d'état de recevoir l'information, mais surtout seuls. C'est-à-dire que dans le cadre des méthodologies de référence, on peut mettre en œuvre des recherches sur des patients qui ne peuvent pas recevoir l'information, mais
parce que l'information, elle est transmise aux proches, à la famille, à la personne de confiance. Là, les patients arrivaient seuls. Donc, il a fallu qu'on s'adapte. Et donc, on a délivré un certain nombre d'autorisations dans ce contexte-là. Je pense que, vous avez quelques chiffres. Je ne sais pas si les présentations seront diffusées, mais en tout cas, vous pouvez diffuser la mienne sans problème. Juste vous dire qu'on a quand même mis en place une procédure d'instruction accélérée, puisque à peu près 20% des dossiers et 26% en 2021 ont été traités le jour même de la réception. C'est-à-dire qu'on était saisi, on autorisait le jour même. Et puis, 63% des dossiers pour 2020 et 70% pour 2021 ont été traités en moins d'une semaine. Donc, on s'est vraiment mobilisé très fortement pour aller très vite pour délivrer des autorisations, ce qui a nécessité et ce qui nécessite de toute façon des échanges avec les équipes qui mettaient en place ces projets de recherche, mais on a vraiment focalisé notre attention sur ces études-là. Avec un accompagnement juridique et technique renforcé. Je finirai juste sur un petit exemple. On a échangé notamment avec l'INSERM sur la façon de recueillir le consentement des patients, puisque dans les recherches impliquant la personne humaine, il faut un consentement express et écrit des personnes. La difficulté, c'est que pour les patients Covid, alors peut-être que les protocoles n'étaient pas tous identiques dans les établissements, mais enfin en tout cas, il fallait jeter tout ce qui était resté dans la chambre. Et en général, les consentements écrits, ils restent dans la chambre quand le patient s'en va. Sauf que ces documents-là, qui potentiellement étaient contaminés et contaminants, comment les conserver, comment les recueillir et comment les conserver. Donc ça fait partie des questions sur lesquelles on a pu apporter un appui, réfléchir à des solutions et en tout cas, on espère vraiment fortement avoir été aidant et avoir fait le maximum. En tout cas, on est convaincus d'avoir fait notre maximum pour que les choses avancent au mieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, parce que cet éclairage était précieux pour montrer que dans tous les domaines, finalement, dans une situation exceptionnelle, il n'y a pas d'éthique d'exception. Et y compris aussi dans la protection des personnes dans le cadre des recueils de données. C'est un point très important et cet éclairage était extrêmement précieux, me semble-t-il. Je pense qu'on peut suspendre cet échange. Il est temps de vous remercier tous les quatre très sincèrement et très chaleureusement d'avoir participé, d'avoir partagé vos expériences et d'avoir éclairé par ces regards pluriels toutes ces questions qui sont, on pourrait parler pendant 2 jours. Merci beaucoup. Une information, donc le comité d'éthique de la FHF continue à organiser des webinaires. Donc, on va en avoir un le 23 juin autour des directives anticipées. On en aura un fin septembre sur les limitations et les arrêts de traitement. Et puis un début octobre sur la question de l'euthanasie et de l'aide médicale au suicide. Donc, si ça vous intéresse, vous nous contactez, vous contactez Isabelle et on vous enverra les liens. Bonne journée à tous.